La une de Franc-Tireur aujourd'hui est consacrée à Bolloré, aux médias Bolloré, et votre article, La Bolo de trop, allusion évidemment à l'affaire Grasset, du nom de cette maison d'édition récemment acquise par le groupe Bolloré, dont le directeur, Olivier Nora, a été évincé. C'était l'éditeur de Grasset depuis 26 ans. Alors, la question... et il faut signaler que cette éviction a provoqué la fronde de 250 écrivains qui étaient édités, je vais y arriver, par Olivier Nora, et qui ont décidé de quitter Grasset. Est-ce une péripétie ? Une péripétie parce qu'un patron de groupe ou d'entreprise peut, après tout, prendre la décision qu'il souhaite quant à son personnel. Vous nous dites ce soir, c'est au contraire un cas d'école. Un cas d'école de la bataille culturelle en cours, une affaire à prendre au sérieux pour le débat public et même pour la démocratie culturelle. Alors je précise, Caroline, que vous avez vécu cette affaire de l'intérieur, si j'ose dire, puisque ça fait 22 ans, et je le disais, vous êtes une essayiste de renom, 22 ans que vous êtes édité par Grasset et donc par Olivier Nora, et que vous avez signé le texte des 250 auteurs. Pourquoi est-ce une affaire à prendre au sérieux selon vous ? Ça fait 22 ans que je suis éditée chez Grasset par Christophe Bataille, sous la direction d'Olivier Nora. Et ça fait 22 ans, vous savez, des livres, c'est un peu des enfants, on va les chercher à la maternité. Ça fait 22 ans que je vais chercher mes livres dans cette belle maison du 61 rue des Saints-Pères, avec cet escalier qui craque, qu'a très bien décrit Yamnous Shelbani, qui partage la même tristesse parce qu'on a la même maison, que je croise des auteurs avec lesquels je suis d'accord ou pas du tout d'accord. Mais quand on vient d'accoucher d'un livre, on a le respect pour celui qui vient d'accoucher d'un livre. Et puis après, on s'affronte dans le débat public, mais avec la civilité des gens qui savent ce que c'est que de faire l'effort de penser et de coucher sa pensée sur un livre. Et en étant aidé par cette équipe magnifique, toute cette équipe auquel je pense très fort, de Grasset, qui vous aide à corriger, vous aide à douter, vous accompagne, ne vous dicte jamais quoi dire, mais vous aide à défendre votre courage de dire. Et c'est une maison depuis laquelle, notamment, j'ai mené l'alerte contre Tariq Ramadan, avec Frère Tariq en 2004. Ça remonte. Et je sais à quel point c'est une maison qui vous entoure quand le combat est difficile, quand l'alerte est rude et quand les coups que vous recevez sont violents. Parce que c'était pas si évident à l'époque. Non, Tariq Ramadan, aujourd'hui, ça semble une évidence pour tout le monde. À l'époque, je peux vous dire... Vous avez été parmi les toutes premières à lever ce lièvre. Il n'y avait pas beaucoup de monde derrière vous. Mais j'ai mené d'autres alertes compliquées sur le wokisme, sur comment sauver MeToo de certains excès. Et tous ces combats intellectuels étaient très durs. Et Grasset, c'est un endroit d'où on peut dire des choses qui dérangent, à condition de le dire avec nuance, à condition de le dire avec honnêteté, et ils savent vous accompagner pour ça. Et j'ai envie d'en parler aujourd'hui pour que les gens réalisent que ça n'est pas un combat justement d'un petit réseau, d'une petite caste, comme on l'entend. C'est la musique, évidemment, qui est fredonnée par Vincent Bolloré dans son texte dans le JDD, mais aussi par tout son empire autour. Et ce refrain est injuste. Ce refrain ne correspond pas à la réalité. Ce qui vient d'être mis à bas, c'est bien plus qu'une simple maison d'édition. Encore une fois, c'est une maison commune. C'est un temple du courage de dire, de la liberté de penser. Donc vous dites... un poil à gratter. Tous ces auteurs... il n'y a pas d'homogénéité idéologique. C'est la beauté de ce que l'on est en train de vivre qui est assez rare, qui est très français. Parce que là, on peut voir qu'il y a une exception française, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple pour comprendre pourquoi cette fronde... On est aujourd'hui à près de 250 auteurs qui ont signé ce texte disant « Nous ne donnerons pas notre prochain livre à Grasset ». C'est un déchirement. Je voudrais que les gens comprennent que, d'abord, c'est se mettre en situation économique difficile, parce que pour beaucoup, ils ne vivent que de leurs livres et ils ne gagnent pas des mille et des cents. Mais leur contrat au cours... les rompre, c'est prendre un risque juridique, c'est prendre un risque économique, donc c'est douloureux, c'est difficile, c'est inconfortable. Ils le font pour défendre l'honneur d'un homme, mais ils le font aussi pour défendre, encore une fois, cette maison commune qui permet à la démocratie française de ne pas être la démocratie américaine. Vous savez, ce qui me fait le plus peur, moi, au monde, c'est qu'on soit dans cette situation du débat public américain où il n'y a plus rien entre les aveuglements du New York Times et les exagérations et la vitupération de Fox News. Et je vous donne un exemple, David, c'est que Rupert Murdoch, qui est un peu le prédécesseur de ce type de prédation culturelle, c'est-à-dire je m'empare de maisons d'édition, de médias pour les aligner sur mes idées politiques, et ensuite c'est au garde à vous que tout le monde doit penser dans cet objectif.
Rupert Murdoch avait acquis il y a très longtemps une maison d'édition qui était très importante pour l'édition anglo-saxonne, qui est HarperCollins. Et à la fin des années 90, il y avait eu un scandale parce que l'ancien gouverneur britannique de Hong Kong devait publier ses mémoires, et ses mémoires ont été refusées. Pourquoi ? Parce que Rupert Murdoch, en homme d'affaires, avait des intérêts en Chine et que ce livre critiquait Pékin. Ça avait fait un tel scandale, un scandale dans l'époque de l'époque dans le monde anglo-saxon. Il y a 3 auteurs qui sont partis en ordre dispersé, puis finalement à la fin il n'y en avait plus qu'un qui s'est retrouvé tout seul. Là il y a 250 auteurs qui disent en même temps et ensemble, on va se battre juridiquement pour se libérer de nos contrats, on va chercher un autre espace de liberté puisque celui-là nous a été volé. Et ces auteurs ils vont de la gauche contestataire à la droite conservatrice. Je peux vous dire que j'étais au Café Beaubourg pour la première réunion. Vous aviez beaucoup plus de monde que prévu, donc on n'avait pas assez de chaises. On était assis les uns par terre, les autres debout. Certains ne voulaient pas s'asseoir à côté d'autres. Et puis finalement, tout le monde n'était pas d'accord sur le texte. Et puis finalement, il y a un petit miracle, c'est que malgré toutes les différences qui existent entre nous, et le fait que peut-être on n'irait pas déjeuner ensemble, on avait la même blessure. On avait à cœur de sortir un texte pour dire attention, c'est la mise au pas de trop. Et ce texte est sorti et il a eu une résonance incroyable, historique. Qu'est-ce qui réclame ce texte ? Ce que vous voulez dire, en fait, Caroline, c'est que ce n'est pas la gauche de Saint-Germain-des-Prés, ce n'est pas une révolte microcosmique de la gauche de Saint-Germain-des-Prés. Qu'est-ce qui réclame ces auteurs ? Parce qu'on pourrait dire... Vous pourrez suivre Olivier Nora dans une autre maison d'édition. Oui, mais il y a un lieu. D'abord, il y a des salariés Grasset qui sont aujourd'hui en train de devoir préparer une prochaine rentrée littéraire dans des conditions qui sont très violentes parce que ils n'ont pas le choix de ce qui est en train de se passer. Donc nous, on défend. Il y a d'autres auteurs et 300 auteurs qui ont signé un texte pour essayer de réfléchir à étendre, par exemple, la clause de conscience qui existe dans la presse. Parce qu'on ne vend pas des fruits et légumes. Les livres, les journaux, c'est un bien particulier. C'est un bien qui repose sur les idées. Donc, quand vous avez un propriétaire qui décide, en fait, de décapiter celui qui était le garant de votre indépendance intellectuelle, pour truffer votre catalogue de gens avec qui, pour le coup, et je vais revenir sur l'origine de la crise, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont fausses, qui vont changer la coloration du lieu d'où vous parlez. C'est un peu comme... voilà, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément admettre. Si vous êtes lié par contrat, il faut pouvoir invoquer cette clause de conscience pour pouvoir vous délier les mains. Qui existe effectivement pour les journalistes quand il y a un changement de propriétaire. Au moins pour les salariés, il y aura une discussion et un débat réfléchi là-dessus. Mais je vous donne un exemple. Votre psychanalyste, par exemple, vous l'avez choisi. Et un éditeur, c'est un peu comme un psychanalyste. Oui, un peu. Et quand vous allez chez un psychanalyste, si du jour au lendemain, le cabinet est racheté par quelqu'un qui est extrêmement autoritaire et qui vous déplaît, est-ce que vous allez continuer à aller sur le divan ? Non, on ne pourra pas vous obliger à y aller de force. Alors, il y a une chose importante. On a dit, c'est à cause de Boualem Sansal, qui publie un livre évidemment très attendu, puisque c'est le livre qu'il publie après sa détention. Et il aurait souhaité publier ce livre en juin. Olivier Nora, dit-on, aurait préféré le publier à l'automne. Et c'est pour cette raison qu'il aurait été évincé. Ce récit qui s'est imposé, qui a été relayé même dans une certaine presse de gauche et qui évidemment tourne en boucle sur les réseaux médiatiques de l'Empire Bolloré est faux. Et je comprends bien qu'il arrange le récit de ceux qui veulent se faire passer pour le défenseur de Boualem Sansal et la liberté d'expression. La réalité, c'est que Boualem Sansal et Olivier Nora se sont très bien entendus, qu'ils étaient en train de travailler effectivement à la publication de ce livre important, qui est jugé d'ailleurs dans la maison, je crois, très fort. C'est un très beau texte. Et Grasset a publié d'autres auteurs qui ont poussé des cris d'alerte contre l'islamisme ou contre l'Algérie et le régime algérien bien avant Boualem. Moi, je lui ai parlé, Boualem, le jour du départ d'Olivier Nora, donc je ne vais pas raconter notre conversation. Mais il y a quelque chose qui me frappe et qui me glace un peu, c'est que Boualem partageait mon émotion. Il était extrêmement foudroyé d'apprendre le départ d'Olivier, avec qui il travaillait encore il y a quelques jours sur son manuscrit. Les discussions sur les dates de sortie, on les a tous avec nos éditeurs. On veut tous sortir nos livres plus tôt et nos éditeurs veulent toujours les sortir plus tard. C'est quand même un grand classique de l'édition et c'est absolument pas ça qui peut générer une crise pareille. Et Boualem allait sortir un communiqué pour soutenir Olivier que je n'ai jamais vu sortir. Et là, je peux vous dire que la censure, ou en tout cas la pression sur la pensée et la liberté d'un homme, il y a le pire et c'est ce qu'il a vécu, les geôles algériennes. Il y a le pire et ce qu'on a connu et ce qu'on a en commun, c'est les menaces des intégristes et des islamistes. Mais il y a une autre forme où on peut faire pression sur la liberté de pensée d'un être. C'est aussi l'acheter, c'est aussi faire des pressions économiques.
il est en cours de signer un très beau contrat avec Grasset. Et je pense, et je le comprends et je ne le juge pas, que du coup, il modère sa parole sur quelque chose qui nous a quand même tous choqués. Le départ d'un homme qui n'a pas démérité, qui a fait prospérer cette maison d'édition, qui est un fleuron du groupe Hachette, qui a des résultats honnêtement magnifiques vu l'état du marché de l'édition, et qui encore une fois défend cette exception française. Et qui en plus a une histoire, David, qui explique pourquoi c'est peut-être cette résonance est particulière. La maison d'édition Grasset-Fasquelle, quand elle s'appelait Grasset, qu'elle a été fondée au début du siècle, en 1907, après la guerre, elle a connu l'épuration parce que Bernard Grasset avait collaboré. Donc c'est une maison d'édition qui a été sanctionnée pour avoir collaboré avec l'occupant. Et qui, à partir de 67 et même après, a fusionné avec les éditions Fasquelle et est devenue, c'est une maison d'édition qui n'a cessé de vouloir justement être un refuge pour tous ceux qui dénoncent l'antisémitisme, pour ceux qui dénoncent l'islamisme, le totalitarisme, toutes les formes d'extrémisme. Le racisme. Le racisme. Et c'est bien pour ça que c'était difficile et douloureux, sans doute pour Olivier Nora, j'imagine, d'intégrer dans le catalogue, surtout de la couverture jaune, qui est une couverture très prestigieuse, où même nous, on a, auteur Grasset, des fois, on met des années à mériter d'être édité dans cette belle couverture jaune, un homme comme Nicolas Dia, qui est un auteur, qui est l'éditeur de Jordan Bardella chez Fayard, qui est un proche du cardinal Sarah, qui était le cardinal intégriste que Trump voulait voir pape à la place du pape Léon, qui a fait exploser, cet homme a déjà fait exploser Paris Match, il faut le savoir, en imposant une couverture sur le cardinal Sarah, qui était une hérésie commerciale et qui a du coup provoqué le départ de Bruno Jeudi. Et donc c'est plutôt l'imposition, par le fait du prince, d'un auteur qui n'a pas peut-être voilà, et qui n'a peut-être pas de fibre commune avec un certain nombre de critères intellectuels qui font cette maison. Ou des atomes crochus avec Olivier Nora. Ou des atomes crochus avec Olivier Nora. En tout cas, c'était sur ce point-là que la crise a vraiment commencé et que l'indépendance éditoriale d'Olivier Nora a été contestée. C'est-à-dire le fait du prince pour imposer quelqu'un dans un catalogue qui se mérite, ça ne marche pas comme ça.